on avait supposé, hein, que, la fonction d'onde, on pouvait l'écrire sous la forme suivante. Donc là, alors je mettais les 1 en haut ou en bas? Je me rappelle plus. J'en ai qu'on les mettait en bas, je crois. Donc la fonction F1, on a ouais, ça vous plaît en bas? OK, on va le garder en bas. Donc on avait dit que la fonction d'onde, on l'écrivait sous la forme V, C, donc C, c'était le vecteur qu'on voulait chercher, qui dépend de l'énergie, et puis D, F0 sur D epsilon, donc F0 étant la fonction à l'équilibre. Voilà. Donc le petit jeu, c'était ça. Et ce que je vous avais envoyé, c'était la façon, la solution pour trouver, alors attendez, la solution pour trouver la solution de C. Donc je pense que vous l'avez regardé vite fait, mais bon, c'est un peu une usine à gaz qui n'est pas vraiment passionnante, hein, donc attendez. Est-ce qu'il redémarre ce con-là? Il redémarre. Donc c'est pas vraiment passionnant, donc vous avez la solution, et donc en fait on trouve que C, donc après 4 pages de calcul, on trouve que C est égal à taux, donc taux c'est le temps de relaxation, sur 1 plus oméga C taux au carré, facteur de E fois E, donc ça c'est le terme à l'ordre 0 qui nous donne la conductivité quand il n'y a pas de champ, plus E taux oméga C, donc c'est lui qui va nous intéresser aujourd'hui, et puis plus E taux au carré, oméga C, scalaire oméga C fois E. Voilà. Ouais. Non, non, mais vous pouvez me couper quand vous voulez, hein, vous n'hésitez pas à me couper, hein. Allez-y. Ah, d'accord, ok, alors attendez. Non, mais n'hésitez pas à me couper hein, quand il y a des choses qui sont. Alors attendez, on va les faire rentrer le F1 dont on a parlé ensemble hier. Et alors, ce que vous voyez ici, ce qui est important, c'est qu'en fait, alors, ce terme-là, il est nul, j'allais dire par construction, hein, c'est-à-dire que on a pris ici oméga C, enfin on a pris ici, pardon, B c'est-à-dire oméga C, hein, perpendiculaire à E, hein. Donc ça, c'est simplement, on a choisi dans le plan, hein, on a choisi que B était perpendiculaire à E. Alors, ça c'est un choix arbitraire, mais bon, ça ne change rien à la généralité du problème. Donc, ce terme-là, c'est celui qui nous donne le courant, entre guillemets, normal, quoi. Donc ça, c'est le... Ouais. Ça, quoi donc? Ça? C'est C, c'est mon vecteur C qui est égal à ça. C'est-à-dire, ce qui m'intéressait ici, si vous voulez, c'est ce qu'on est en train de calculer. C'est-à-dire, en fait, ce qui est égal à ça, c'est ça. Voilà. Quand on fait le calcul complet que je vous ai envoyé, alors en fait, si vous regardez ce que j'ai mis dans le serveur, Dropbox, là, je vous ai envoyé donc le cours de la semaine dernière et je l'ai complété avec le calcul explicite de ce C. D'accord? Sur la fonction F1. F1, elle s'écrit comme ça. Et j'ai complété le cours de la semaine dernière, je vous ai mis en ligne tout le calcul explicite de ce C. Donc c'est un peu merdique, hein, ça prend quand même 2 pages, hein, donc c'est pour ça que je ne voulais pas faire en cours, parce que ça n'a rien de palpitant, mais ça, voilà, ça s'écrit comme ça. Ok? Et donc la conclusion, quand vous faites tout ce calcul de C, c'est que vous avez 3 termes. Vous avez un terme qui représente en fait ici la conductance classique, si vous voulez. Vous avez un terme, et ce terme-là, en fait, qui va nous intéresser, vous voyez, c'est ce terme-là, oméga C vectoriel E, c'est celui-là qui va représenter en fait la composante de Hall. D'accord? Donc vous voyez qu'en fait ici, on a créé, alors si vous regardez simplement, vous avez créé un terme oméga C vectoriel E. Vous me dites s'il y a des gens qui veulent rentrer, hein. Donc vous avez écrit ici un terme oméga C vectoriel E. Donc si vous regardez ce que vaut ce terme-là, oméga C vectoriel E, c'est simplement quelque chose qui est un vecteur qui est
perpendiculaire au courant. Donc là, on n'est pas en train de calculer un courant, hein, mais vous voyez que ce terme-là, ça va nous amener quelque chose qui est perpendiculaire au champ électrique ou au champ magnétique. D'accord? Ouais. Oh ouais, c'est de oméga C, ouais, tout ça. Tout ça, c'est du oméga C. D'accord? Bon, c'est B, hein, si vous voulez. Mais en général, quand on fait de l'effet Hall, enfin, quand on calcule avec des champs magnétiques, on écrit toujours en oméga C. C'est en EB sur M, si vous voulez. C'est une grandeur qui est plus intéressante que simplement B, quoi. Que c'est relié à la pulsation. Parce que B sur M, c'est la pulsation cyclotron, si vous voulez. C'est pour ça que c'est ça qui est intéressant. En fait, là, parce que la grandeur qui est pertinente pour savoir si on est à bas champ ou à fort champ, c'est oméga C tau. En fait, savoir s'il est plus grand ou plus petit que 1, c'est ça qui va faire la limite grand, fort champ et champ faible. Donc c'est pour ça qu'on écrit en général toujours en oméga C. Alors, si on en revient à F1 maintenant, donc si on en revient à F1, donc simplement, hein, je remets ça dans la formule de F1. Donc, on a F1, donc, qui en fait, hein, c'est moins VC, facteur de df0 sur d epsilon. Pour l'instant, je fais que recopier. Vous obtenez simplement, alors je fais le faire directement hein, parce que donc je zappe le deuxième terme, vous trouvez que c'est égal à moins d de f0 sur d epsilon, e carré tau carré sur 1 plus oméga c tau au carré, et puis il vous reste un terme qui va être e scalaire v sur tau plus oméga c, pardon, excusez-moi, vectoriel e, vectoriel e, et puis il vous reste ici un V. D'accord? Donc voilà, donc là on a trouvé la correction au premier ordre de la fonction f, donc on a trouvé la perturbation à l'ordre A. Donc ici, ce terme-là, je l'ai enlevé, hein, d'accord? C'est pour ça qu'on sait qu'il est nul, il n'apparaît plus ici. Ok? Donc, ce terme-là, donc, vous voyez tout de suite d'où il vient, c'est simplement, j'ai un V scalaire C, donc c'est pour ça que vous avez un V qui apparaît ici, hein, donc ça, c'est pas un problème. Et puis voilà, je crois que c'est à peu près tout ce qu'il y a de magique à voir. Simplement ici, j'ai sorti un taux ici, donc ça me fait un taux au carré ici, et donc je divise par taux ici, bon, il n'y a rien de palpitant. Alors, ce qu'il faut remarquer par contre, c'est qu'on est bien cohérent, parce que si on fait oméga c égale 0, donc oméga c égale 0, en fait ça veut dire b égale 0, d'accord? Bien dans ce cas-là, vous verrez qu'on retrouve bien le cas sans champ. Hein, donc pour ça, vous regarderez. Bon, le dénominateur s'annule, il vous reste e carré tau carré. Et à ce moment-là, ce terme s'annule et vous trouvez EV sur tau. Et finalement, vous allez vous retrouver, si vous injectez F1 dans vos équations, vous retrouvez exactement le cas sans champ magnétique qu'on a vu la dernière fois. Ouais. Alors, mais oméga C, c'est EB sur M, hein, par définition, si vous voulez, c'est toujours le cas. Alors là, on a pris une géométrie un peu particulière. Bonjour. On a pris une géométrie un petit peu particulière où vous avez B qui est perpendiculaire au plan. C'est pour ça que ça nous permet simplement, cette géométrie, d'éliminer ce terme. Alors en fait, on ne perd pas de généralité en faisant ça. Voilà, quoi. Alors il y a des géométries un peu plus compliquées parce qu'en fait, là, on a pris une géométrie de Hall classique. En fait, il y a des géométries, par exemple, pour les gens qui veulent vraiment mesurer la densité, il y a des géométries plus compliquées. Bon, pas très... Là, je vais juste vous montrer l'effet Hall. OK? Bon, alors une fois qu'on en est là, on va simplement, ma foi, on va calculer le courant, hein. Donc, pour calculer le courant, très compliqué parce que, où c'est que j'en suis là?
Ben, on va simplement refaire ce qu'on avait fait tout à l'heure. Donc c'est la même chose, sauf que cette fois-ci, vous savez que le courant, il vient du terme en F1. Alors, par contre, la différence, si vous voulez, alors, là, il y a quelque chose d'assez subtil parce que là, on est en train comment dire, de secouer des équations dans tous les sens, mais il faut se rappeler quand même ce qu'on est en train de faire parce que c'est là que ça devient subtil, ce truc-là. C'est que, en fait, tout à l'heure, on était en train, enfin, la dernière fois, ah bah attendez, je vais peut-être vous repasser sur Zoom parce que là, je commence à en avoir marre de ce truc-là. Alors, bougez pas. Je vous demande 2 secondes. Parce que la dernière fois, on a calculé F1 uniquement à partir des perturbations de F0. D'accord? Alors ici, c'est un tout petit peu plus compliqué parce que comment on calcule F1? En fait, on calculait F1 en supposant que F1 a une certaine forme et en fait en l'injectant maintenant dans les équations, si vous voulez, dans l'équation de Boltzmann. D'accord? Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est un calcul qui est quand même assez différent. C'est-à-dire que tout à l'heure, quand on n'avait pas de champ magnétique, on écrivait Boltzmann, et puis dans la partie droite de notre équation, on avait l'approximation du temps de réactation et puis une approximation linéaire. Mais dans la partie gauche, finalement, on ne faisait que garder les termes en F0, d'accord? Que les termes à l'équilibre. Alors que maintenant, ce qu'on a fait est légèrement différent, parce que du côté droit, on n'a rien fait d'autre que garder les termes temps de réactation. Par contre, dans la partie gauche, on a fait quelque chose de complètement différent, c'est-à-dire qu'on a considéré finalement que F1, on pouvait l'écrire d'une certaine façon, c'est-à-dire VC fois dF0 sur d epsilon, c'est-à-dire qu'on a supposé que F1 avait une certaine relation avec dF0 sur d epsilon, et on l'a injecté dans la partie gauche du terme pour trouver F1. D'accord? Donc on est allé au-delà de l'approximation simplement linéaire qui dit que je peux calculer F1 en fonction de F0 et donc du côté gauche je garde que le F0. Là on a fait quelque chose d'un peu plus compliqué parce qu'on a gardé le F1 explicitement dans la partie gauche de l'équation. D'accord? Et ça veut dire qu'on a allé un cran plus loin dans le développement du F. Donc le courant qu'on va calculer, évidemment, on va le calculer exactement de la même façon, si vous voulez. Ça, il n'y a pas de souci. Mais le F1 qu'on va injecter dans le calcul du courant, c'est un F1 qui a été calculé un cran plus loin que les F1 qu'on calcule tout à l'heure, qu'on calculait tout à l'heure, quand il n'y avait pas de champ magnétique. Okay, donc ce qui est important, c'est que dans ce cours-là, on a parfois l'impression qu'on fait, bon c'est vrai qu'il y a un peu des calculs, hein, je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'y en a pas, mais il faut quand même bien se rappeler à chaque instant finalement ce qu'on est en train de calculer, où sont les approximations qu'on est en train de faire. Okay, et là, la grosse approximation, c'est quand même qu'on a injecté F1 dans l'équation de gauche, donc on a un cran de plus que tout ce qu'on avait tout à l'heure, avec simplement le F1 qui était calculé en fonction de F0. Par contre, oui. Non, non, là, je suis pas en train d'écrire. Non, non. Non, 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 mais là, je suis en train de vous expliquer ce qu'on fait. Mais normalement, maintenant, je vais commencer à écrire. Donc maintenant, j'écris simplement ce que vaut le courant. Alors bon, on va partir, bon, on va prendre le champ électrique comme ça. On va prendre le E. J'écris pas assez, vous trouvez? Donc j'ai EX, EY, et puis 0. Et puis là, j'ai oméga C, donc on le prend qui vaut cette tête-là. D'accord? 0, 0, oméga C. Et puis dans ce dont on a besoin aussi, ce qui m'a c'est que vous voyez tous les trucs de gauche, c'est un peu merdique. Oméga C vectoriel E, donc là je pense que les produits vectoriels vous maîtrisez bien. Ça fait moins oméga C EY, parce que maintenant les jeunes qui sortent de terminale, ils ne savent plus faire les produits vectoriels. Donc ça fait oméga C fois X, et puis ça me fait 0. Ok? Donc, maintenant qu'on en est là, voilà, une fois qu'on en est là, il suffit maintenant de réinjecter ça dans l'expression du courant. Okay,
Alors, je vais couper, je vais aller un petit peu vite, hein, parce que ça, on l'a déjà fait tout à l'heure, donc, enfin, on l'a déjà fait dans l'autre cas, donc on va, les préfacteurs, je vous en fais cadeau. Donc, on a un 2E ici sur 4 pi cubes. Donc, vous regarderez, hein, si les préfacteurs vous obsèdent, hein, vous regarderez 3-4 cours avant, bon, d'où ils viennent. Enfin, bon, l'essentiel, c'est qu'il y a un E devant pour faire un cours. Le 2 sur 4 pi cubes, c'est d'ordre 1, tout ça. Donc, par contre, l'intégrale ici, vous avez un F1, ok. Donc ça, c'est parce que c'est ça qui donne le courant. Le terme de F0, il est nul, forcément, il n'y a pas de courant à l'équilibre. Il vous reste un V, K, donc c'est le V pour la fonction d'onde de K, enfin pour l'état K, et puis on intègre sur des K. Jusque-là, ça, c'est pas très méchant. Alors, par contre, ce qu'il faut maintenant qu'on fasse, c'est qu'on remplace F1 parce qu'on vient de trouver. D'accord? Donc, il va me rester un truc. C'est là que ça devient un tout petit peu plus compliqué parce que j'ai toujours mon 2E sur 4 pi cubes. Bon, celui-là, on s'en fout. Par contre, là où je vais me retrouver avec quelque chose d'un peu plus compliqué, c'est que j'ai un moins. J'écris vraiment mal. Pourquoi j'écris aussi mal que ça? Quand je vais essayer de vous faire une belle intégrale. Alors, je vais faire une belle intégrale comme ça, voilà. Et j'ai un moins df0 sur d epsilon, donc ça, rappelez-vous, c'est ce qu'on avait trouvé quand on calcule F1, hein, tout bêtement, c'était en C, enfin, dans le F1, il y avait ça qui sortait. Et puis on avait trouvé, donc dans le C, on a quoi? On a un terme qui vaut E tau carré sur 1 plus oméga c tau au carré. Okay. Et puis on avait un terme, hein, qui était EV sur tau plus oméga c vectoriel E fois V. Et puis il me reste toujours mon VK, mon VDK. Ok. Voilà. Donc voilà, mon courant, c'est ça. D'accord. Alors, ce qu'on va regarder maintenant, c'est que. Alors, il y a un truc qui est quand même intéressant, c'est qu'on va regarder ce qui se passe pour. Bon, on va regarder quand même la physique de ce qui se passe dans ce machin. Donc, j'ai un échantillon. Moi, je l'ai conçu comme ça, mon échantillon. C'est finalement un truc qui est comme ça. Allez, viens là, toi. Ok, donc il a 2D. J'ai ici mon champ magnétique. J'ai ici mon champ électrique. Ok. Donc, comme j'ai... il ne faut pas que je dépasse l'heure, parce que j'ai quand même Eddy qui m'attend. Donc, si vous avez une particule chargée, vous avez EV vectoriel B. Alors, il va se faire dans quel sens ce bazar? C'est moins E. Bon, on s'en fout, hein, d'accord? Vous faites cadeau du signe. Donc, en fait, vous avez un truc qui est comme ça. Ok? Donc, en fait, si vous avez un champ, vous avez des particules qui vont s'accumuler ici. En fait, ce qui va se passer, c'est que vous avez une accumulation de particules ici. D'accord? Ce qui va créer un champ électrique, en fait, comme ça. Ouais, il n'est pas dans le bon sens. Ouais, je sais pas d'où il vient. Ouais. Ah ouais, si vous voulez, vous le simplifiez. En fait, je me souviens plus d'où ça vient, ce truc. Faudrait remonter, si vous remontez 3-4 cours avant, ouais, on peut le simplifier, je suppose. C'est le E qui est important, c'est une charge, quoi. Mais ce machin, je sais plus, vous remontez 2-3-4 cours avant et vous donne. En fait, ça vient de. Parce que comme vous intégrez sur l'espace avec le dk, vous avez un truc de normalisation qui apparaît là, c'est pour ça. Donc vous avez un champ électrique qui va apparaître ici, et ce champ électrique, c'est tout bêtement la tension de Hall, parce que E c'est moins dV sur dt, donc c'est la tension de Hall. Alors, ce qui se passe en fait, c'est que quand vous arrivez là,
bon, ben, l'électron, il ne peut pas traverser le mur, là. Donc, en fait, ce que vous obtenez, c'est simplement, quand même, que dans un échantillon dans ce truc-là, alors, ouais, on va mettre quand même que la direction ici, vous avez, on va dire que c'est X et Y, d'accord? Vous avez que JY en régime stationnaire, JY est égal à 0. Okay, le courant selon Y est nul. D'accord? Donc, voilà, bon, ben, quand on a fait ça, on a avancé un petit peu quand même. Donc, on va regarder les deux termes ici. Et en fait, ce que vous voyez, c'est que ce terme-là, il donne simplement la conductance, et ce terme-là, il nous donne l'effet Hall. Okay, donc, on va regarder séparément ces deux termes. Okay, donc, le terme 1, eh bien, il me donne, je vais remettre en noir, le terme 1, il me redonne simplement, bah, il suffit que je réécrive, hein. Donc j'ai un E carré, alors j'avais fait attention quand même de remettre, non, dans mes notes j'ai bazardé toutes les constantes en fait. Donc, bah, s'il y a quelqu'un qui veut s'amuser à les remettre, hein. Voilà, donc il y a un E carré devant, ça c'est sûr, parce que en fait j'ai un E qui vient de là, puis un E qui vient de là, donc ça me fait un E carré, ça c'est sûr. Et puis il me reste une intégrale. Alors vous avez deux V, vous avez un Vx, d'accord, qui vient du V, E scalaire V, et un V qui vient du VDK. Donc vous avez un Vx fois Vx scalaire E, x, d'accord. Alors pourquoi il n'y a que ce terme qui survit? Ben, simplement parce que en fait ici vous avez EX, EY0, mais comme en fait comme on a dit que le courant en JY il est nul, le VY pour les électrons il est nul, d'accord. Donc ce terme-là il reste que le terme VX, EX, d'accord. Le terme VY est nul. Et puis si on regarde ce qui va continuer, vous avez ici un moins df0 sur d epsilon. Ok. Et puis vous avez ici un n de epsilon tau sur 1 plus oméga c tau au carré d epsilon. Alors d'où ça sort? Attendez, je voulais écrire mieux quand même, parce que là ça devient vraiment n'importe quoi. Donc c'est 1 plus oméga c tau au carré d epsilon. Alors là, j'ai sauté plein d'étapes, hein, si vous regardez. Alors pourquoi ce n de e apparaît? Ça, il faut regarder ce qu'on avait fait avant, parce qu'en fait, ça, c'est quand vous faites votre changement de variable de dk en d epsilon, vous avez un n de e qui est le nombre, la densité électronique qui apparaît. Donc ça, vous faites pas de soucis. Je vous ai montré, je crois que c'était il y a un cours ou deux cours, comment on fait ce changement de variable. D'accord? Donc vous faites pas de soucis. Ça, c'est quelque part dans votre cours. D'accord? Vous l'avez fait explicitement. Donc je ne sais plus où, mais vous regarderez. Donc ce n de epsilon, il vient du changement de variable. Ok? Donc ça, vous inquiétez pas, c'est pas, il n'y a rien de magique là-dedans. Hein. Ok? Et puis c'est tout. Donc ce terme-là, ben, vous voyez d'où il vient. Donc je vous ai dit comme le Vx, Vy est nul, il vous reste simplement le terme en Vx scalaire Ex. Ben, le moins df0 sur d'epsilon, il est là. Vous avez un terme qui est tau sur 1 plus oméga c carré, tau 2. Alors pourquoi le tau, je perds un carré? Ben, parce que vous simplifiez là. D'accord? Donc là, je perds un carré. Et puis je vous dis, le n d'epsilon d de epsilon, c'est parce qu'on a fait un changement de variable sur dk. Ok, est-ce que vous suivez à peu près? Donc là, je vous conseille simplement de regarder, enfin c'est fait explicitement, ça, c'est pas bien compliqué. Et puis le deuxième terme, alors c'est lui qui est plus marrant quand même. Le deuxième terme, lui, il me donne un terme qui est E au carré. Bon, alors l'intégrale qu'il y a là, vous allez voir ce qu'elle devient. Vous avez toujours un Vx, mais alors par contre, ce qui apparaît là, c'est le terme de Hall, c'est-à-dire que vous avez un moins oméga c E y Vx. D'accord? Parce que quand vous regardez votre produit scalaire,
Quand vous avez que Vx qui est non nul, il faut regarder que les termes selon Vx. D'accord? Et si vous regardez le terme selon Vx, eh bien, il a cette tête-là. D'accord? Moins oméga c y. C'est-à-dire que vous avez couplé un terme en Vx avec un champ électrique étant EY. Alors ça, ceci dit, c'est pas un scoop, hein, parce que comme vous êtes en train de faire de l'échéol, vous doutez bien que vous allez coupler un terme en X et un terme en Y, hein, ça c'est sûr. Mais enfin, vous voyez tout de suite apparaître ici que c'est là le terme qui va faire apparaître l'échéol. Ok? Et puis la suite, ben, ma foi, vous continuez tranquillement et vous allez faire apparaître un moins d f0 sur d epsilon. Et alors là, ça va changer un peu, donc vous avez votre n de epsilon aussi. Par contre, si vous regardez ici les termes qui vont apparaître, là vous avez le taux carré, et le taux carré va rester là, parce qu'il ne simplifie pas avec taux, vous n'avez rien qui se simplifie, donc il vous reste un taux carré sur 1 plus oméga c taux au carré d epsilon. Vous êtes toujours là? Allô, allô? C'est marrant parce que quand on parle comme ça, on a l'impression de faire de la radio, des fois, il n'y a personne en ligne. J'ai l'impression qu'on va envoyer la pub maintenant. Ouais, non, mais c'est marrant. Je sais pas comment ils font. Remarque, les gens qui font de la radio, en fait, ils ont quand même des gens dans le studio, autour du studio. Mais là, je vais envoyer la pub pour je sais pas quoi. En fait, il est là, monsieur Brizuda, là? Non, non, mais c'est parce que comme on devait se parler, je me suis dit. Ouais, puis en fait, est-ce que j'ai pas fait de faute depuis le début? Parce que je vous entends pas, donc j'ai fait aucune faute aujourd'hui. Ouais, c'est un seul E. Ah, c'est deux pieds au cube en dessous. Ah là, attendez, alors là, vous me scotchez si c'est un 2. C'est deux pieds au cube, c'est ça? Ouais, donc, alors là, vous lancez dans des détails. Ouais, mais ça, on s'en fout un peu. Mais vous voulez que je mette un moins en haut, c'est ça? Vous voulez que je mette un moins en haut? Ou pas? Alors, en fait, quand vous le mesurez, vous savez jamais dans quel sens vous branchez vos amplis, si vous voulez. Alors ça, c'est vachement merdique. Ouais, si vous vous souvenez bien dans quel sens vous avez mis vos fils. Alors c'est vachement intéressant la question que vous posez parce que normalement, quand vous mesurez l'effet Hall, ça vous donne le signe des porteurs, en fait. C'est ce qu'on va voir juste après. À condition d'avoir bien noté sur votre cahier comment vous avez câblé votre échantillon. Et une fois sur deux, vous n'avez pas noté. Donc, c'est à voir parce qu'il faut non seulement noter dans quel sens vous avez câblé votre échantillon, bon, ça, à la limite, vous pouvez faire, mais dans quel sens vous avez collé votre bobine de champ. Et une fois sur deux, vous ne savez pas dans quel sens vous l'avez câblé. Donc, vous ne savez pas dans quel sens est le champ. Donc, ouais, vous avez, en fait, c'est pour l'effet Hall que ça pourrait être important pour avoir le. Non, mais vous avez raison. Vous avez raison. En fait, si vous voulez, je calcule vraiment à l'approximation, sauf quand j'ai besoin de le savoir. Là, je reprends les calculs pour le faire proprement. C'est pour ça que je suis capable de le faire, hein, ne vous inquiétez pas. Mais là, ce qui est important, ce à quoi on s'intéresse surtout, c'est les comportements, vous voyez, ce genre de choses. C'est là-dessus qu'on va travailler. Alors en fait, là, c'est pas très important parce que vous avez un truc qui s'appelle la relation Onsager. Vous allez voir que ça, c'est pas très important. Par contre, sur les féoles, on va voir dans 2 secondes, hein, vous n'avez pas les mêmes relations Onsager. C'est un truc, par exemple, pour Mademoiselle Vera qui va faire de l'efféole, on vérifie des tas de relations marrantes avec ça, justement sur les signes de J, Y, enfin. C'est très très marrant tout ça. Alors, si voilà, quand vous écrivez ça, en fait, il suffit que vous. En fait, ça, j'ai repris le calcul. Bah, ils sont là, les termes de transfert, hein, si vous voulez. Et si vous reprenez le calcul qu'on a fait la semaine dernière, en fait, ça a été calculé la semaine dernière. Si si vous voulez, je peux vous les remontrer. C'est votre électron qui est comme ça. En fait, les électrons qui sont au milieu, là, ils sont sur des orbites cyclotrons et ils bougent pas. D'accord? Ils participent absolument pas au transport, ils participent à rien, ils sont bloqués sur les orbites cyclotrons. Et il n'y a que les électrons qui sont près des bords qui se déplacent et qui font en fait ce qu'on appelle les états de bord. Donc ils se déplacent le long des bords, alors, en sens inverse d'un côté et de l'autre.
Alors pourquoi? Parce qu'en fait, près du bord, vous avez un champ électrique qui correspond en fait au champ de confinement des électrons, qui se rajoute au champ magnétique, et en fait, ça va permettre en fait d'avoir une skipping orbit, je sais pas comment on dit en français, qui vont comme ça le faire avancer le long du bord. Mais tous les électrons qui sont au milieu sont localisés sur leur orbite cyclotron, parce que le champ est très fort, et votre échantillon, c'est des états localisés. D'accord. Et ça, c'est intéressant, c'est pour ça que c'est si bien quantifié en fait, parce que il n'y a aucune façon de tunneler d'un bord à l'autre parce que tout est localisé au milieu du bulk. Et en fait, ce qui peut détruire la quantification, c'est essentiellement les électrons qui pourraient sauter d'un bord à l'autre. Et ça, c'est pas possible parce qu'au milieu, il y a que des états localisés. Et ça, c'est pour ça qu'on a une quantification absolument parfaite. Et voilà. Pour monter un petit peu sur votre cours, vous obtenez, alors c'est ça qui est marrant, c'est que vous allez obtenir la chose suivante. Vous obtenez que sigma xx, c'est bon, on va le voir tout de suite, égale sigma xy. Non, je vais vouloir écrire quand même. Sigma xmix égale sigma yy, qui est égal à n e au carré sur m, je me mets le m star là pour faire joli, fois la moyenne de taux sur 1 plus oméga c taux au carré. Alors la moyenne, je vous rappelle qu'elle est définie comme on l'a fait l'autre jour. C'est une moyenne définie par rapport au NE, etc. Donc c'est ce qui venait tout à l'heure. Et puis vous avez moins sigma xy. Alors là, les signes sont importants. Là, pour le coup, les signes sont importants. On va voir tout ça tout de suite. Et ça, c'est égal à n e au carré sur m fois oméga c taux au carré sur 1. Alors, il faut que j'écrive bien ma parenthèse, parce que la parenthèse, elle englobe bien tout, sur 1. Attendez. Alors, ben, les termes de tension. Les électrons, ils se mettent sur leur orbite cyclotron. Donc vous n'avez pas de. Alors ce que vous pouvez imaginer dans ce cas-là, c'est simplement. Alors ce que vous pouvez imaginer, c'est simplement vous avez un champ magnétique qui est très fort, et en fait, dès que vous avez envie de faire avancer un tout petit peu votre électron, le principal effet que vous avez, c'est de le faire tourner. D'accord? Et le champ est tellement fort qu'en fait, vous n'arrivez jamais à le faire avancer. Tout ce que vous arrivez à faire, c'est de le faire tourner. D'accord? Et donc, en fait, votre électron est complètement localisé. Il n'arrive pas du tout à avancer. Il est sur des orbites cyclotrons et il n'en bouge pas. Alors, en fait, c'est une façon de les localiser, les électrons, d'ailleurs. C'est ce qu'on appelle. Bon, quand vous êtes dans des régimes d'effet Hall, les électrons qui sont. Enfin, en régime d'effet Hall quantique, les électrons qui sont au milieu de l'échantillon, d'accord? Si vous imaginez, il ne se déplace pas. D'accord? Donc ça, c'est les deux limites extrêmes des champs faibles, champs forts. Ok, donc ça, le régime de Foll quantique, c'est exactement celui-là. Alors c'est pour ça que c'est intéressant en fait, parce que si vous regardez les gens qui font de l'effet Hall quantique comme métrologie, c'est intéressant parce qu'en fait, tout ce qui se passe dans le bulk, tout ce qui se passe au milieu. Bien, donc ça, c'est ce que je voulais vous dire sur le transport. Donc on va aller un tout petit peu plus loin dans l'expérience de Hall pour calculer un petit peu des coefficients. Et puis après, on passera simplement, enfin, on finira avec les calculations. On va le dire en français, tant qu'à faire, avec le calcul des temps de relaxation en fonction de la température. Ok, alors je ne sais pas quelle heure il est là, 16h38, donc on va juste commencer. Je sais pas comment on va faire le séminaire si j'arrive pas à faire marcher cet ordinateur. Bien. Donc, alors chez moi c'est le C.
Et c'est l'expérience de Hall. C'est vieux, ça, je crois que c'est le 19e siècle. Non, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que l'expérience de Hall, on va calculer tous les coefficients de Hall en allant un petit peu plus loin parce que vous allez voir que on va calculer ce qu'on appelle la résistance de Hall explicitement, ce qu'on appelle la mobilité de Hall, etc. C'est-à-dire qu'en fait, on va continuer à partir de ce qu'on vient de calculer. On va aller un tout petit peu plus loin dans les calculs je dirais presque pratiques avec lesquels on utilise l'effet Hall, quoi. À partir de ce qu'on vient de calculer, on va simplement utiliser ce qu'on vient de calculer, hein, c'est tout bête. Alors attendez, je regarde pour voir si on va le faire tout de suite ou si. Ouais, on va commencer. Bien. Donc, bon, bah, le schéma, vous le connaissez, hein. Donc on va prendre simplement. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Des bêtises. Voilà, donc l'expérience de Hall, donc c'est ça. Voilà. Je mets un champ magnétique ici. Alors c'est très facile à faire, hein, l'expérience de Hall, même à l'ambiante. Vous prenez un semi-conducteur, vous collez dessus trois contacts à l'arrache, et puis vous mettez un champ magnétique, et puis vous le voyez. Même les fôles quantiques, en fait, hein, le gars, il a eu le prix Nobel pour ça, mais c'est très facile à faire, hein. Vous prenez un transistor, vous mettez quatre contacts, non, je sais plus s'il en faut plus que quatre. Non, si, quatre, non, il en faut un cinquième quand même. Mais vous prenez cinq contacts, hein, vous le refroidissez un peu, vous le mettez à 4 Kelvin, ou 1 Kelvin, c'est mieux. Vous mettez un peu de champ, vous mettez quelques Tesla, et puis voilà, ça marche, hein. Zoupeta, c'est une expérience que. D'ailleurs, on pourrait vous la faire faire en TP, hein, c'est vraiment super facile à faire. Donc le courant Y, il est nul. En fait, si vous voulez, c'est assez marrant d'ailleurs pour vous qui allez tous faire des thèses, enfin j'espère. L'expérience de l'échelle quantique, elle avait été vue plusieurs fois avant Kleizing, mais les gens n'avaient pas compris ce qu'ils voyaient. Mais c'est tellement facile à faire, si vous voulez, que en fait, plein de gens les avaient vus, mais ils ne comprenaient pas ce qu'ils voyaient. Mais comme ça se voit, je veux dire, voilà, vous voyez que ça quand vous faites une manip. Les gens pensaient que c'était une erreur expérimentale ce qu'ils voyaient. Donc ça n'avait pas été publié. Donc le champ électrique, on va dire qu'il est comme ça, et le champ transverse, on va dire qu'il est comme ça, qui fait un angle θ ici avec le champ X. Alors évidemment, dans la limite où le champ devient infini, ben, ce champ-là, il va faire un angle de 90 degrés avec l'autre champ. Voilà. Donc c'est ça la géométrie de Hall. Ouais. Non, il fait un angle θ, on l'appelle EY, mais en fait il fait un angle θ avec EX, mais c'est une bonne remarque. Non, effectivement, le Y, il est selon Y dans la limite B infini, en fait. Mais sinon, il n'est pas selon Y. Quoi. Bon, alors, si on se place, on va se placer dans la limite champ faible, mais pas trop faible. Donc, je vais vous dire pourquoi. C'est-à-dire la limite champ faible où il y a quand même un effet Hall. Alors, champ faible, ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'est pas dans l'effet Hall quantique. Donc, champ faible, ça veut dire oméga c'est taux. Très petit. Oméga c'est taux. Très petit devant 1. Ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Non, ça c'est vrai. Non, très très bonne remarque.
c'est un matériau plutôt 2D. Alors en fait, il faut qu'il soit mince, quoi. Il faut qu'il soit assez mince pour pouvoir définir des problèmes dans le plan. Alors le problème, si vous voulez, c'est que, alors ça c'est une remarque très intéressante, c'est que le problème c'est que la vitesse des électrons, on suppose qu'elle est perpendiculaire au champ B. Donc en fait, le problème qui se passe, c'est que si vous êtes 3D, vous allez avoir des trucs où la vitesse est plus perpendiculaire à B. Or, si vous regardez tout ce qu'on a calculé avant, on est toujours dans l'approximation où V est perpendiculaire à B. C'est pour ça qu'on a plein de termes qui se simplifient avant. Ce qui devient faux si V n'est plus perpendiculaire à B. Donc si vous avez un échantillon épais, le problème qui... Ah oui, je vous fais des trucs avec les mains, mais je ne sais même pas si vous me voyez en fait. Donc en fait, si V n'est pas perpendiculaire à B, ça n'a plus marché parce que tous les termes V scalaire B, ils vont pas s'annuler, si vous voulez. Donc en gros, il faut que ça soit petit pour qu'on ait vraiment un V on puisse dire qu'il est bien perpendiculaire à B. Donc vous avez tout à fait raison, c'est dans le cadre d'un système 2D ou quasiment 2D. D'accord. Donc quand on veut faire ça, alors c'est souvent le cas parce qu'on fait ça souvent dans les semi-conducteurs. Vous verrez tout à l'heure à quoi ça sert, mais historiquement, un des gros usages de l'effet Hall, c'est pour mesurer la densité de porteurs dans les semi-conducteurs. D'ailleurs, le gars qui a eu le prix Nobel, en fait, il voulait mesurer la densité de porteurs dans les MOSFET et il n'était pas venu chercher les foules quantiques. Il était venu mesurer autre chose. Il voulait mesurer la densité de porteurs en fonction des tensions de grille dans les MOSFET. Donc, oui, ça n'avait rien à voir avec autre chose. Donc, dans ce cas-là, si on regarde ce que deviennent nos coefficients, vous avez ici sigma xx qui est égal à sigma yy. Donc ça, on vient de voir ce que ça vaut, qui est égal à n au carré sur tau. Non, excusez-moi, sur m. Et puis fois tau. Et puis vous avez ici moins sigma xy qui est égal à sigma yx qui est égal à n au carré sur m. Et il vous reste un terme oméga c avec la moyenne de tau au carré. D'accord. Donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'effectivement, dans la limite champ faible, effectivement, ce terme-là tend vers 0, hein, puisqu'on a dit oméga c très petit devant 1, oméga c tau très petit devant 1, donc dans la limite où ce truc-là est très faible, effectivement, ce terme-là tend vers 0. Et il ne vous reste plus que ce terme-là. OK? Voilà. Bien. Donc, si maintenant j'écris simplement le tenseur de conductivité, j'aime bien le mot tenseur. Donc, on obtient Jx puis 0, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est 0 dans l'autre sens, qui est égal simplement à n e au carré sur m star. Et puis ici, j'ai un truc qui est la moyenne de taux, que je retrouve ici, hein, forcément, puisque c'est les termes diagonaux. Et puis ici, j'ai moins oméga c avec un taux au carré. Et puis évidemment, les relations de Sager m'imposent que ici j'ai un plus oméga c taux au carré. Et puis j'ai ici EX et EY. Alors le Y, hein, il vient effectivement du fait que... attendez 2 secondes, il y a mon orateur qui m'appelle. Ouais, Eddie, ça va être toi? Ah putain, je suis en retard là. Ouais, donc je vais t'envoyer un Zoom dans pas longtemps. Par contre, le chairman, ce sera un des étudiants, donc tu peux juste dialoguer 2 minutes avec lui pour qu'il puisse te présenter.
Ouais, en fait, je te donnerai les droits, tu feras un partage d'écran. Ouais, ok? Ouais, ouais, non, mais y a pas de souci. Ok? À tout de suite. Donc, excusez-moi, c'était notre orateur tout à l'heure. Ouais, euh, non, vous me la refaites? Euh, Vous pouvez me la refaire, s'il vous plaît? Euh, Tout à fait. Mhm. Ah, ce qui vous gêne, ça soit un vecteur? Ah, d'accord. Ah, ouais, attendez, alors laissez-moi réfléchir à votre problème. Est-ce que j'ai écrit une bêtise? Euh, Ah oui, vous avez raison. Ah, j'y suis. D'accord. Ah oui, vous avez raison là. Vous avez raison. Alors, ah oui, ce que vous voulez dire, c'est que en fait, EY, ça doit être la composante selon Y du champ. Donc, il est forcément perpendiculaire à EX. C'est ça que vous voulez me dire. Ouais, ouais, tout à fait. Oui, vous avez raison. Oui, vous avez raison. Vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. Donc, forcément, EY est perpendiculaire à EX. Vous avez raison. Vous avez 100 fois raison. Ben oui, attendez, vous avez intervenu qu'une fois aujourd'hui, hein, donc ça veut dire que j'ai dit qu'une bêtise. En fait, c'est même pas vous, c'est Madame D'Épinay. C'est Madame D'Épinay qui est intervenue là, non? Hein? C'est Louane. Ah, c'est Louane. Ouais, ouais, non, mais tout le monde m'a embêté. Ah ouais, non, mais Clément, il m'a appelé l'autre jour, il m'a embêté déjà, mais en privé. Donc, mais ça prouve que vous êtes dynamique et vif, hein, je suis très content. Donc c'est Louane qui va plus vouloir venir avec moi, alors si je dis que des bêtises. Voilà, donc voilà. Hein? Elle va, ouais, elle pourra me taper dessus après, c'est bien. Avec un cryostat, bon, tu vois. Voilà. Alors en fait, on va s'arrêter là parce que c'est mon séminariste qui m'a sonné les cloches. Il m'a dit, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Voilà. Donc là, on a les composants. Alors, ce qu'on va calculer tout à l'heure, enfin la semaine prochaine, c'est ce qu'on appelle l'angle de Hall. Et puis après, on va calculer le coefficient de Hall qui va nous permettre en fait de regarder le signe des porteurs et ce genre de choses. Et puis après, on attaque la dernière chose où on estime les temps caractéristiques, ce qui va nous permettre d'avoir la dépendance de la résistance en fonction de la température. Et après, on aura fait la grosse partie sur le transport classique. Et je pense que j'arrêterai de vous faire souffrir avec ce genre de choses. Alors, c'est bien en fait.